Bon, eh bien, nous allons attaquer ce webinaire dédié au retail. Merci à tous pour ceux qui sont venus. Merci aux participants qu'on va bientôt présenter. Ce que je vous propose d'ailleurs, c'est même de commencer par ça. L'idée de ce matin, c'est d'aller chercher avec d'une part une consultante dédiée qui est spécialisée dans le retail et d'autre part un consultant spécialisé dans le digital, ce qu'on peut faire pour renforcer, on va dire, la vision magasin, le rôle des collaborateurs en magasin dans le digital pour améliorer un certain nombre de choses, et c'est ça qu'on va aller chercher à identifier ce matin. Voilà, je vais vous présenter, enfin, ils vont se présenter. Valérie, je vais commencer par toi. Bonjour Nicolas, bonjour Philippe et bonjour à tous. Donc effectivement, Valérie, alors moi j'ai un parcours d'une vingtaine d'années dans le commerce, que ce soit sur des fonctions de terrain, donc de responsabilité de rayon ou de direction régionale, sur des visions plus stratégiques, des fonctions de direction commerciale et également des fonctions transverses sur de la formation, du coaching et aussi de la chefferie de projet dans l'implémentation de nouvelles technologies. Et puis, j'ai aussi un parcours de formatrice dans des organismes de formation et des écoles de commerce. Et aujourd'hui, voilà, donc j'ai fondé Mix & Watch qui permet de co-construire avec mes clients un écosystème professionnel qui soit épanouissant et performant au quotidien. Super, merci. Nicolas. Bonjour Valérie, bonjour Philippe. Alors moi je travaille chez ASI, c'est le petit logo rouge en bas, et donc on a un cabinet d'expertise numérique, et donc notre travail c'est de développer les services numériques de nos clients, pour leurs clients, leurs partenaires et leurs collaborateurs. Et personnellement, moi je fais du conseil, comme disait Philippe, sur les enjeux de la transformation digitale et aussi de l'entreprise collaborative. Et donc j'ai un intérêt particulier d'ailleurs dans la convergence de ces deux dynamiques qu'on pourrait résumer en une phrase qui est l'intelligence collective au service de la transformation digitale, et c'est un sujet sur lequel je pense que je vais revenir pendant notre webinaire. Merci, et pour conclure, je suis Philippe Charon. Mon job, moi, c'est d'être commercial pour un éditeur qui s'appelle Jalios. Le métier de Jalios, c'est une plateforme digitale dédiée justement à catalyser l'intelligence collective au service des métiers. Et j'anime ce webinaire parce que je travaille chez Jalios avec plusieurs clients dans le domaine du retail. Je pense en particulier au groupe La Redoute, je pense à Système U, Yves Rocher, Monsieur Bricolage, Multisuccess, et j'en oublie sûrement, mais l'idée c'est que en travaillant avec ces gens-là, eh bien justement, on s'est dit qu'il y avait peut-être à chercher à aller plus loin et bien mieux comprendre le métier du retail et quels services on peut apporter. C'est bien l'idée qui est là. Voilà, merci pour cette présentation et justement pour compléter un peu pourquoi on fait cette table ronde. J'ai évoqué les clients qu'on a déjà dans le secteur et d'autres réseaux d'ailleurs, au-delà des réseaux purement retail, on a d'autres réseaux de commerce, gamme vert, je pense également, qui interviennent chez nous et qui s'appuient sur notre plateforme, et on se rend compte que finalement on répond à des problématiques un peu différentes, à des enjeux un peu différents selon chaque cas client, et que partant de l'intranet historique au portail magasin très orienté justement animation magasin, collaboration avec les magasins, on s'est dit qu'il fallait creuser ces sujets-là. D'autant plus que le constat que l'on lit dans la presse, en tout cas, c'est que 90% du commerce se fait toujours en magasin, malgré l'espèce d'idée reçue que le e-commerce a tout envolé. Alors, le e-commerce est présent, et en ce moment en particulier, même sur la table de beaucoup de gens, mais pour autant, si 90% du business se fait toujours dans les magasins, et bien, il faut aller chercher justement comment optimiser le parcours à la fois interne et externe, interne des collaborateurs, des process, de l'organisation, et externe des clients. Et donc, pour cela, je vais interroger Valérie et Nicolas, et dans un premier temps, ma première question va être très simple. Ça va être l'objet
qui est ici, c'est quel constat. Quel constat vous pouvez faire, et Valérie, si tu veux bien, je vais te laisser entamer ce chapitre. Alors, je ne sais pas si je commence par ce qui va être positif ou ce qui va être négatif. On va commencer par le négatif, comme ça on retiendra le positif à la fin. Alors, moi, je vais vous parler des équipes de terrain, des équipes magasins, et je vais vous parler de ressenti, vraiment. Hein, c'est vrai. Donc, j'insiste volontairement sur la terminologie. Il s'agit de ressenti que j'ai pu moi-même appréhender ou que j'ai pu entendre parce que les équipes terrain le verbalisent. C'est, dans un premier temps, un sentiment d'isolement. Alors, quand on est dans un magasin, on s'intègre dans un centre commercial, conseillère de vente, mais malgré tout, assez souvent un sentiment d'isolement versus le réseau en tant que tel. Alors, quand je parle de réseau, je parle de l'ensemble du réseau de distribution, l'ensemble du réseau de magasins, mais je parle surtout, en fait, d'un sentiment d'isolement versus les fonctions support, versus les fonctions centrales. Donc, ça, je l'ai beaucoup entendu. Et puis, j'aurai l'occasion après de développer comment, en fait, cet isolement se concrétise, en fait, dans le quotidien des magasins. Il y a aussi un volet qui va être un volet sur la reconnaissance. Vraiment. Sur le fait que moi, quand je suis en magasin, je suis en contact direct, aux prises directes avec mon client final. Et j'ai la sensation, j'ai le sentiment de ne pas être, c'est assez diffus, hein, c'est assez latent, de ne pas être suffisamment reconnu pour tout ce que je pourrais apporter par justement les services centraux. Et d'être cantonné dans ce rôle, effectivement, qui est le mien, certes, mais de vente auprès des clients et de c'est un rôle aujourd'hui qui est primordial. Et enfin, il y a ce sentiment encore, quand on parlait Philippe en préambule, qu'aujourd'hui, le e-commerce est notre ami. Le e-commerce nous pique du chiffre d'affaires. Le e-commerce, c'est celui, en tout cas, moi, comme j'ai pu le vivre dans mon passé professionnel, c'est celui, en fait, qui vient nous piquer des parts de marché et qui vient nous enlever des clients, et que surtout, un client qui passe par le e-commerce n'est pas forcément un client qui vient en magasin. Et en fait, c'est complètement faux aujourd'hui. C'est pour ça que je parle volontairement de ressenti. Donc ça, ce sont mes trois premiers constats qui sont plutôt négatifs, on va dire. Et puis, il y a le positif. Il y a le positif qui est cette volonté vraiment d'être acteur dans l'histoire du réseau, dans l'histoire de la marque, d'avoir une vraie volonté de participer à écrire l'identité de marque, à écrire l'histoire avec l'intégralité des fonctions support. Et dans tout ça, je vais venir inclure aussi ce besoin de sens et ce besoin de se sentir appartenir à un tout. Et donc, cette envie et ce besoin d'avoir du lien et d'avoir du lien entre l'équipe magasin et toutes ces fonctions support. Alors, au mieux, la direction de magasin les connaît parce qu'ils sont allés en formation directement au siège. Bien souvent, les équipes de vente ne les connaissent pas, mais que cette relation, en fait, s'incarne dans le quotidien des équipes de vente. Voilà, déjà les premiers constats que moi, je proposais. Je continue, Philippe? On ne t'entend plus. Ouais, ok. Mon micro s'était mis en mute un peu tout seul. Pardon. Eh bien, merci Valérie. Nicolas, de ton côté, vu plutôt côté techno ou côté projet, plus exactement, quel constat toi tu peux nous proposer? Moi, j'entends la même chose. Hein. Alors, je suis plus indirect que Valérie, effectivement, mais j'entends les mêmes besoins dans les projets de nos prospects ou de nos clients. Et justement, moi, la façon de le représenter, je dirais qu'il y a un peu un écart entre les projets et la transformation externe, on va dire, la partie externe de la transformation et la partie interne, parce que d'un point de vue externe, le retail, le secteur de la distribution, il y a effectivement un enjeu fort de digitalisation de leurs services, et donc on entend beaucoup de projets sur l'omnicanal, le digital, en cette période, le e-commerce, le drive, etc., la data. Bref, on passe par tous les sujets qu'on entend quand on parle de transformation digitale avec une forte intensité dans ce secteur-là. Et puis, on reviendra aussi un petit peu tout à l'heure, mais voilà, cette place du client au centre des attentions, comme on dit beaucoup dans le digital aussi. Donc ça, c'est la partie externe. Il y a une certaine dynamique, une forte dynamique, d'ailleurs une modernité, même par rapport à d'autres secteurs d'activité. Et quand on regarde en interne, en tout cas ce que moi j'entends au travers des projets, c'est les constats que font Valérie, c'est-à-dire qu'on entend plus cette notion d'entreprise un peu hiérarchique,
de dispersion géographique aussi, parce qu'effectivement, c'est assez logique, hein, avec une approche en réseau. Et donc, naturellement, il y a cet éloignement siège-magasin, ou aussi cet éloignement entre les magasins, d'ailleurs, cette non-communication parfois, et le vocabulaire qu'on entend, des silos, etc. Bref, on a un peu tous ces constats-là. Et d'un point de vue des outils, tu en parlais, Philippe, c'est-à-dire là où il y a une modernité dans les projets d'un point de vue externe, bah souvent les constats en interne, c'est beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'outils pour répondre à toutes les activités qu'on va faire en magasin. Et puis souvent, des outils vieillissants. Et si on zoome, je crois, tout à l'heure sur la partie des outils de communication, de collaboration, eh ben, on a souvent des technologies aussi et puis des outils qui ne sont pas modernes. Et donc, il y a cette différence entre la vue externe et la vue interne de la transformation. Et donc, la question que je disais en intro et sur laquelle on va zoomer, c'est comment, avec une organisation humaine, organisationnelle, un format, des outils aussi, ben, on peut prendre ça pour aller chercher la fameuse dynamique de transformation orientée client, comme je l'ai abordé. Ok, merci, merci à tous les deux pour cela. Et alors, attendez, excusez-moi, voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, vous l'avez évoqué tous les deux en parlant de lien, en parlant de collaboratif, de collectif. C'est un peu une double dimension qu'on peut avoir dans cette réflexion. Et on focus sur le magasin, le collaborateur dans le magasin, et puis toute l'organisation qui est autour, et comment optimiser tout ça, comment faire en sorte que les efforts produits par les uns comme par les autres, finalement, soient au service, in fine, de la marque, au service du client, pour que ça fonctionne bien. Et un de ces enjeux, enfin, c'est le premier enjeu sur lequel on va zoomer. Et Valérie, je te redonne la parole pour toi, comment tu vois cette dimension de garder le lien et en même temps de générer ce collectif qui est au profit, encore une fois, de la marque. Oui, alors le collectif, alors je vais en parler de deux façons. Je vais parler du collectif vraiment de la marque, du réseau de distribution. Il ne faut pas oublier que le vendeur, c'est le dernier maillon de la chaîne. C'est celui qui va être en contact avec le client jusqu'au bout du bout, jusqu'au moment où, moment un peu sensible, on va même le faire payer, on va le faire régler. Là où c'est complètement désincarné, effectivement, quand on va être sur un site de e-commerce. Donc, ce collectif, pour moi, il est primordial qu'il intègre vraiment tous les maillons de la chaîne de valeur jusqu'à ce maillon final qui en fait pleinement partie. Il en fait pleinement partie si on se met du côté de l'identité de marque. Pour que le client se fidélise, pour que le client s'engage, pour que le client soit lui aussi fier en fait de venir faire ses achats dans tel ou tel magasin, il faut qu'il trouve une cohérence. Il faut qu'il trouve une cohérence, que ce soit dans le produit, que ce soit dans la façon dont on parle du produit. Il faut qu'il trouve une cohérence de bout en bout. Et cette cohérence-là, elle se vit, in fine, aussi au travers du vendeur, de comment il va parler de la marque, de comment est-ce qu'il va la représenter. Donc, c'est important pour moi, en fait, que véritablement, cette équipe de vente se sente appartenir à ce collectif. Et pour se sentir appartenir à un collectif, c'est pas juste de le décréter. Ce serait beaucoup trop simple, on le sait. On ne dit pas, vous êtes tous partis de l'entreprise, ok, super. Mais il va avoir besoin de preuves. Des preuves qui soient tangibles, des preuves qui soient concrètes, des preuves qu'il puisse mesurer au quotidien. Ça, c'est important. C'est pas seulement le décréter. Donc, j'insiste vraiment sur cette partie-là, que pour que le client ait une cohérence de marque, il faut vraiment aussi que le vendeur, lui, se sente dans ce collectif-là vraiment au quotidien. Premier élément. Deuxième élément, et pour avoir travaillé beaucoup ces dernières années avec les toutes jeunes générations qui arrivent là sur le marché du travail, on sait que ces nouvelles générations sont moins… Alors, je vais essayer de vexer personne et de froisser personne, mais on sait que ces nouvelles générations sont peut-être un petit peu plus volages. En tout cas, elles sont moins attachées à l'entreprise dans laquelle elles travaillent. Et on a pour habitude de parler de la pyramide de Maslow. Eh bien, elle rentre par le haut de la pyramide de Maslow, avec un besoin de reconnaissance, avec un besoin pour développer leur estime d'elles-mêmes, avec un besoin d'appartenance. Donc, si on souhaite que ces nouvelles générations
s'engagent, si on souhaite les fidéliser, si on souhaite garder les meilleurs talents et les bons profils, effectivement, il faut qu'elles se sentent appartenir à ce collectif-là. Sinon, quel est le résultat? On se retrouve avec un taux de turnover, et on sait que le turnover aujourd'hui, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps et ça coûte de l'argent. On se trouve avec un taux de turnover qui est exponentiel parce qu'on a des équipes qui ne se sentent pas suffisamment engagées aux côtés de la marque et qui ne se sentent pas suffisamment reconnues. Et ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, je vais vous donner des exemples. Alors, j'ai pas mal travaillé dans le prêt-à-porter et j'ai beaucoup entendu en fait qu'on faisait plus attention aux produits qu'aux collaborateurs. Alors, quand je parle des collaborateurs, bien évidemment, ce sont les équipes terrain qui me disaient ça. Donc, en fait, on a l'impression dans les magasins qu'il y a beaucoup d'attention qui est portée aux produits. Alors, bien évidemment, le produit, c'est ce qui définit la marque, donc c'est logique. Beaucoup d'attention qui est portée au marketing, mais pas suffisamment, en fait, à ces équipes terrain-là. Donc, elles ne se sentent pas véritablement appartenir au collectif. Il y a également, et c'est pour ça que je trouve ça important, dans le collectif, en fait, il y a 2 niveaux de collectif. Souvent, il y a le collectif au niveau du siège qui existe. Et pour le coup, là, pareil, un exemple concret, on peut avoir un réseau social d'entreprise, un RSE, qui existe au niveau des services pro et qu'on encourage fortement. On demande aux salariés d'y participer, d'être partie prenante au quotidien, de mettre des bonnes idées, des best practices, tout ce que vous voulez. Par contre, en magasin, ce n'est pas possible. Mais non, parce qu'en magasin, on est là pour vendre. On n'est pas là pour être derrière un ordinateur. Donc, ce collectif-là, pour moi, il est primordial, surtout sur les 2 niveaux que j'ai évoqués précédemment. Un, mon vendeur, ça doit être demain l'ambassadeur de la marque, c'est le dernier maillon, il doit se sentir appartenir à ce collectif-là. Et 2, si on souhaite engager les salariés dans le temps et garder les meilleurs talents, il faut effectivement leur en donner des preuves tangibles au quotidien. Alors, comment clair, il faut leur donner, il faut générer des valeurs, parce que les jeunes font partie quand même aujourd'hui, mais s'ils sont moins sensibles effectivement à l'appartenance, s'ils sont sensibles aux valeurs des entreprises pour lesquelles ils travaillent, et pour générer ces valeurs, il faut en même temps leur générer de la confiance. Enfin, si on ne leur adresse pas cette confiance, si on ne les inclut pas finalement dans ces dispositifs, on a du mal à les conserver et à les faire évoluer. Et ça fait appel à quoi? Ça fait appel finalement, on commence à toucher là, cette intelligence collective qu'on évoquait en introduction, et ça fait le lien avec l'intervention de Nicolas. Quelle approche toi tu as autour de ça pour justement que le digital ou les réflexions, même au-delà des outils, au-delà de la technologie, les réflexions que tu mènes dans les projets apportent de la valeur? Bah déjà, là, on a dit 2-3 fois intelligence collective. Je voudrais qu'on comprenne ce qu'il y a derrière. Des fois, on utilise la citation « le seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » quand on veut parler d'intelligence collective. Et ça, c'est une croyance, une conviction que j'ai personnellement, qu'il faut partager. Et il faut comprendre aussi l'utilité de ce sujet-là. Parce qu'effectivement, à plusieurs, là, on a plus d'infos, on a plus de données, on a plus de remontées, on a plus d'avis, on peut plus évaluer, etc. Donc, c'est ça, quand on parle d'intelligence collective, c'est le fait d'avoir beaucoup plus d'informations qualifiées pour avoir des meilleures idées, prendre des meilleures décisions. Ça, c'est un premier bénéfice de l'intelligence collective. Et le deuxième, c'est que c'est aussi créer un climat favorable au changement. C'est-à-dire que si j'ai co-construit, comme on dit beaucoup aujourd'hui, eh ben, j'ai une écoute plus forte des parties prenantes, j'ai un engagement et donc, in fine, j'ai un résultat qui est meilleur. Donc, l'intelligence collective, elle a plusieurs rebonds comme ça. Ça, c'est le premier point, c'est que pour développer l'entreprise, moi, je crois en cette notion d'intelligence collective comme facteur. Le défi, là-dedans, ce qui n'est pas facile, c'est que c'est un changement culturel. On l'a évoqué, il faut changer un certain nombre de pratiques. Et donc, c'est un changement culturel à opérer à différents niveaux et qu'il faut partager. C'est-à-dire qu'il faut partager cette vision collective. Il faut donner à lire autour de cette vision collective, la définir. On parle beaucoup. Alors, si je continue, quand Valérie évoquait les nouvelles générations, il y a cette notion de sens. C'est quoi le sens? C'est quoi la stratégie? Il y a toutes ces questions-là. C'est ça qui définit aussi la vision collective. Et donc, il faut réussir, une fois qu'on l'a définie, à mobiliser toutes ces énergies collectives, justement, à les canaliser, parce qu'il peut y en avoir beaucoup plus, on a plus d'infos, donc il faut réussir à canaliser ça, à encadrer. Et finalement, il faut réussir à le valoriser
pour que ça amène les résultats de l'entreprise. Donc ça, c'est autour du sujet du collectif pour moi et du vocabulaire. La façon de le faire maintenant, c'est qu'on parle de changement. Et quand on parle de changement, alors moi, il y a une matrice que j'aime bien, c'est le savoir vouloir pouvoir. Savoir vouloir pouvoir, c'est de se dire que globalement, si je sais, j'ai envie et je peux, je fais. Et donc, quand on parle de conduite de changement, souvent on se dit, voilà, comment j'ai amené cette connaissance, cette volonté et cette capacité d'action. Et donc, ça veut dire que ça se traduit par de la communication, de la formation, etc. Donc, si on prend notre sujet de l'intelligence collective, le savoir, c'est de la communication interne. C'est justement, et donc ça, c'est souvent les projets qui arrivent de nos clients sur cette logique de développer un collectif. Ça se traduit par de la communication interne. Ça veut dire qu'on a besoin d'alimenter tous les collaborateurs, et je dis bien tous par rapport à ce que disait Valérie, sur la connaissance de l'entreprise, de son marché, de sa concurrence, de où elle va, sa stratégie, des activités aussi qui existent dans l'entreprise. Parce que si je ne connais pas ce que font les autres, c'est compliqué de développer la transversalité, qui est un enjeu souvent qui est remonté. Des projets aussi, savoir les projets sur lesquels on est en train de travailler, ça c'est intéressant, parce que si je connais les projets qui arrivent, je peux me préparer aussi à les adopter finalement et à les encourager. Et donc c'est un travail de fond tout ça, cette communication interne, parce qu'il faut développer cette communication, il faut la démocratiser pour que tout le monde puisse y avoir accès, il faut aussi l'expliquer, donc ça passe souvent par tout le réseau de management, que ce soit au siège ou dans les magasins, qui vont donner les explications nécessaires pour que chacun s'approprie à toutes les échelles tous ces messages-là. Et donc ça, c'est finalement la logique de donner du sens et de développer l'appartenance. Donc ça, c'est le savoir au niveau du collectif. Concrètement, j'entends bien ce que tu dis. Est-ce que tu peux nous donner un éclairage qu'on a vécu tous les deux? Donc, je connais cet éclairage, évidemment. Je pense à la Redoute, et on positionne bien, juste pour l'introduction, on a rencontré la Redoute au moment où la Redoute changeait d'actionnariat. Et donc, il y avait une vraie question, justement, autour de ce partage du savoir auprès du plus grand nombre et du réengagement des collaborateurs. Je te laisse. Oui, effectivement. C'est dans les années 2014-2015, après l'aventure Kering, effectivement. Donc, nouvel élan à la Redoute et volonté de la direction, là, d'être dans un projet collectif et aussi d'être dans un changement culturel pour tous. C'est-à-dire, si je résume aussi, de se dire que tout le monde a une place importante, chaque collaborateur, et donc on va réussir ensemble. Donc ça, c'est le point de départ, et d'ailleurs qui est intéressant, parce que nous, on est arrivé sur la traduction, et un des chantiers qui est finalement dans ce projet-là, c'est l'intranet, quelque part, le support pour adresser cette communication, mais on part bien d'un changement culturel, et même stratégique ici. Et donc l'idée était de se dire, comment je peux accompagner cette dynamique-là par une plateforme, en l'occurrence. Donc d'ailleurs, on parle souvent, on parle de la Redoute, on parle un peu d'intranet social, c'est qu'il y a à la fois tous ces messages de communication, partager des chiffres clés, etc., pour que tout le monde ressente aussi cette dynamique. Et puis, il y a un côté social, c'est de se dire, au-delà de la communication, il y a la place de chaque collaborateur dans l'entreprise, et donc chacun peut avoir des idées, chacun peut apporter des questions qui vont nous faire grandir, etc. Et donc, c'était de développer tous cette logique du savoir pour la Redoute. Puis d'ailleurs, je pense qu'ils ont témoigné largement autour de ce sujet-là pour ceux qui ont envie de creuser. Mais c'était vraiment cette logique-là, le savoir, et qui part d'une volonté collective. Ça, c'est le savoir. Et je vous disais, savoir, vouloir, pouvoir. Le vouloir, c'est pas non plus simple. C'est-à-dire que on peut se dire que le collectif, c'est bien, c'est gentil, c'est facile, mais la volonté de le mettre en place, ça nécessite de s'ouvrir, justement. Si Valérie disait tout à l'heure que si on dit que dans le magasin, il doit vendre, et donc, c'est pas à lui d'avoir les idées ou autres, vous voyez, il faut franchir un peu ces barrières-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même des efforts particuliers à faire pour s'ouvrir, donner de la confiance. C'est-à-dire on sera meilleur à plusieurs. Donc, il faut ouvrir un certain nombre de choses. Donc, ce que je veux dire là, c'est que bien sûr, pas une question d'outils, c'est une question de volonté de développer justement cette ouverture, cette transversalité. Et donc, c'est aussi, ça passe aussi par les dynamiques de management assez logiquement. Et ça se traduit souvent, si je reprends les projets un peu de solutions, ça se traduit souvent par des clients qui dans leur projet, comme on l'a dit dans le premier message, la volonté de communication, et puis aussi cette volonté de développer la collaboration.
par rapport à des logiques de transversalité. Ils nous expriment souvent le besoin de se dire moi, j'aimerais créer plus d'espace d'échange entre des gens qui font peut-être le même métier. Alors, ça peut être les directeurs de magasins, mais ça peut être aussi des équipiers, ça peut être aussi vrai au niveau du support ou vis-à-vis de thématiques. Là, on parle beaucoup des thématiques d'innovation si on parle de digital, mais aussi de la responsabilité sociétale, le développement durable, etc. Ça peut être des projets d'entreprise pour lesquels on va justement réunir toutes les forces vives. Donc, on a besoin, on comprend qu'au-delà du modèle peut-être hiérarchique ou d'organisation, il y a besoin d'accompagner aussi cette transversalité. Cette transversalité, elle va permettre aussi de sortir du cadre et donc de donner un nouvel élan. Et juste pour finir sur le pouvoir, c'est que si on a fait beaucoup de communication, si on a montré cette volonté, on a ouvert, il faut être en capacité de le faire. Et de manière assez claire aussi, si on veut que chacun puisse avoir une voix, il faut que chacun puisse avoir une identité numérique. Ce n'est pas forcément toujours le cas non plus. Moi, les clients ont aussi cette approche de dire tous les gens en magasin, tous les collaborateurs n'ont pas forcément une identité numérique pour l'entreprise au sens d'avoir un profil, un email ou autre. Ça veut dire qu'il y a parfois un compte pour le directeur de magasin, un compte informatique pour accéder aux outils pour l'ensemble du magasin, les collaborateurs. Et ça, oui, c'est aussi une limite qui est souvent exprimée. Comment je peux un peu plus donner cette visibilité à chacun et ce pouvoir d'amener des idées ou des questions. Et après, arriver à la question de dire si j'ai la volonté, il va avoir la possibilité. Est-ce que je lui accorde aussi du temps pour le faire? C'est un peu oui, c'était le constat de Valérie sur le fait que le collaborateur en magasin, le vendeur en magasin, il est là pour vendre. On ne veut pas le voir sur son smartphone en train de réseauter, pour autant alors qu'il pourrait réseauter dans une optique justement professionnelle et au profit de ce qu'il est en train de faire. Et donc, ça nous amène finalement à une deuxième étape de notre présentation, de notre réflexion de ce matin. C'est justement de chercher derrière ces idées autour de l'engagement de l'individu, l'engagement du collectif. C'est comment on va faire, comment on va impliquer le réseau dans cette dynamique finalement de transformation qui est une transformation qui va servir l'expérience du client, parce que c'est ça, in fine, l'objectif de tous. C'est à la fois de diffuser la marque, de faire valoir les valeurs de la marque, et d'autre part de faire que l'expérience du client soit le plus fluide possible, la plus engagée possible. Et d'ailleurs, on a un exemple qu'on avait noté sur ce sujet, c'est une marque forte, puisque c'est la marque Apple. On voit bien que quand on va dans un Apple Store, on rencontre des vendeurs qui ont qui véhiculent en tout cas une certaine fierté, une expertise technique, une certaine fierté de travailler pour cette marque, et on se sent nous-mêmes embarqués dans cette fierté-là. C'est-à-dire que de la fierté du vendeur, on devient la fierté de l'acheteur, enfin, on prend celle de l'acheteur, et c'est une vraie expérience que d'aller dans un Apple Store. Donc, comment finalement est-ce que on peut arriver à ce résultat, en tout cas à aller au-delà d'Apple, de la marque Apple et de ses produits techno? Comment on peut faire émanciper ça à plein d'autres réseaux pour que cette expérience soit vraiment portée par le vendeur en magasin? Valérie, tu partages cette vision-là? Oui, cette question-là, pardon. Je partage d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux, en fait, encore aujourd'hui, qui utilisent et qui vont utiliser de plus en plus, bien évidemment, le digital, puisqu'on est dans cette ère de digitalisation. Mais malgré tout, les équipes de terrain, en fait, sont souvent dans une injonction paradoxale. C'est-à-dire que ce sont eux aussi des pratiquants du digital au quotidien, ce sont eux aussi des clients et des clients connectés, qui vont aller naviguer sur les réseaux sociaux, qui vont aller sur des sites e-commerce X ou Y, qui vont, avant de se rendre en magasin, aller regarder quelle typologie de produits sont à vendre, est-ce qu'il y a suffisamment de stock, etc. Et aujourd'hui, cette injonction paradoxale, c'est que quand vous êtes vous-même en magasin et que vous avez mis votre badge et que vous êtes le vendeur, eh bien vous êtes complètement déconnecté.
Donc là, je trouve que vraiment, il y a une contradiction sur l'expérience client, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus avoir une expérience client qui va être omnicanale, qui va être la plus riche possible. Et à côté de ça, Nicolas en a parlé, j'en ai parlé en préambule, celui qui est l'ambassadeur de la marque, et ben lui, il est déconnecté de cette expérience-là. Donc là, déjà, ça c'est quelque chose à réfléchir. Comment est-ce qu'on peut, avec un outil digital, et là je rejoins encore Nicolas, bien penser à la base avec une culture d'entreprise alignée, c'est extrêmement important, ce sont des termes pour moi qui sont très très forts. Comment est-ce qu'on peut justement améliorer l'expérience client parce qu'on améliore l'expérience équipe? Voilà. Donc ça déjà, pour moi, c'est un premier jalon qu'il est important de poser et qu'il est important de réfléchir très en amont, et j'y reviendrai un peu plus tard, avec justement les équipes qui vont être les utilisatrices. Ça, c'est pour moi le premier point. Deuxième point. Il faut aller chercher cet engagement au plus tôt possible, finalement. Il ne faut pas les considérer comme la fin du carrosse, enfin la fin de l'histoire. Il faut les impliquer au plus tôt. C'est un peu ça l'idée. En fait, si tu veux, pour moi, tout ça, ça se joue dès le onboarding des équipes de vente. D'accord. Alors, tu as un onboarding qui est très souvent à géométrie variable entre l'onboarding de la direction de magasin et l'onboarding des équipes de vente. Souvent, la direction de magasin, je l'ai dit en préambule, est quand même embarquée dans un collectif, va quand même avoir à disposition un certain nombre d'outils, et Nicolas l'a très bien souligné tout à l'heure quand il parlait d'identité numérique. On va avoir souvent la tête de pont qui va avoir cette identité numérique-là. Okay, donc lui, à la limite, il existe déjà un petit peu dans ce monde digital. Et encore, pas toujours. Ou alors c'est limité. Mais il y en a qui le font aujourd'hui très très bien. Je ne veux pas avoir l'air de tirer sur l'ambulance. Il y en a aujourd'hui qui le font extrêmement bien. À côté de ça, on a le onboarding la plupart du temps des équipes de vente, donc des équipes de vente. Ce sont des vendeurs. Ils ont signé un contrat de vendeur. Donc certes, ils sont là pour vendre, mais on sait qu'aujourd'hui, la vente, elle ne commence pas au moment où le client rentre dans le magasin, elle ne se termine pas au moment où il sort. La vente, c'est un fil. C'est très très long. Ça commence bien avant, justement grâce à tous les outils digitaux, et ça se poursuit bien après. Donc comment est-ce qu'on peut, dès le début de la relation avec nos équipes de vente, intégrer justement ce digital dans leur quotidien? Il faut que ce soit très volontariste, en fait, d'avoir cette envie, cette volonté de l'intégrer, justement pour renforcer l'expérience client, parce qu'on va avoir des équipes de vente et des clients qui vont être alignés sur les outils ou sur les possibilités d'outils qu'elles utilisent. Et tout ça, si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, intégré dans un collectif de travail qui fait sens. Ça, c'est vraiment super important pour moi, dans la mesure où, aujourd'hui, on a énormément de communication directe avec le client, de communication de la marque vers le client. Voire même, on demande, et c'est extrêmement reconnu aujourd'hui comme KPI, on va demander au client directement de noter le magasin. Il achète, on lui envoie un mail directement quand il sort du magasin, puis on va lui demander 3-4 questions pour ne pas le dégoûter, pour que ce soit rapide, de noter le magasin, le Net Promoter Score. Tout le monde le connaît quand il travaille dans le commerce. Ok, super. Mais là, on voit, c'est très bien de demander au client ce qu'il a pensé de son expérience pour justement pouvoir rectifier. Et là, on a une communication directe de la marque vers le client. À quel moment est-ce qu'on vient inclure l'équipe de vente qui a participé à? Alors moi, je vais vous donner un exemple que j'ai connu. C'est un véritable exemple, c'est du réel. C'est qu'en fait, on n'inclut pas le vendeur en amont. Par contre, à partir du moment où il reçoit son pourcentage, donc il a ses détracteurs, si le pourcentage de détracteurs, donc ils mettent une note inférieure à 8, est trop élevé, là, on va demander à l'équipe de vente de contacter le client en direct. C'est-à-dire que là où, en fait, on ne l'a pas inclus dans la relation, on va lui demander à un moment de venir contacter le client pour comprendre ce qui ne lui a pas plu et notamment pour pouvoir faire amende honorable sur certains éléments sur lesquels il n'a pas la main. Le produit, le prix, le merchandising. Donc, attention, encore une fois, à cette cohérence. Et je veux pour preuve un autre exemple, et ça, c'est pareil, c'est du vécu, où toujours dans le cadre de cette communication directe de la marque vers le client va recevoir des opérations promotionnelles, va recevoir des offres, va recevoir des informations avant même que l'équipe de vente n'en soit informée. Donc, imaginez le malaise, je pense que vous l'imaginez aisément, d'avoir effectivement ce client qui arrive avec son smartphone en magasin et qui dit « Ah bah j'ai reçu un mail, super, j'ai vu que vous faisiez une offre actuellement. » Et là, vous avez en face le vendeur qui se liquéfie parce que lui, il n'en est pas informé. Et là, on est juste sur le degré information.
Donc là, dans l'expérience, Et c'est là où, quand on parlait tout à l'heure des vendeurs, des jeunes générations, mais je pense que ça s'applique à tous, en fait. Hein. Elles sont plus sensibles que les plus anciennes, mais cette génération de la confiance, en fait, on voit bien que dans cet exemple, ça casse complètement cette dynamique-là, puisque j'ai un client qui vient me voir et je ne sais pas quoi faire, comment je peux être en confiance et véhiculer finalement une image qui va être rassurante pour tous. Donc on retrouve ça encore finalement dans ce que tu viens d'évoquer, non? Donc là, pour moi, en fait, déjà la base de cette expérience client, elle est là. C'est comment est-ce que je fais en sorte que le collectif soit aligné pour renvoyer à mon client une expérience qui soit une expérience pleine et entière sur toute la ligne de son expérience. Déjà, dans un premier temps, pour moi, il y a déjà ça. Je ne sais pas si tu voulais rebondir là-dessus, Nicolas. Non, mais effectivement, quand on définit le terme expérience client, on dit que l'expérience client, Ouais. alors c'est dans le vocabulaire, hein, c'est la résultante des interactions qu'a le client avec l'entreprise au travers de ces différents points de contact. Et les points de contact sont la découverte peut-être du produit, tu en parlais tout à l'heure, mais un fort point de contact, c'est effectivement la relation que je vais avoir en magasin avec le vendeur. Et donc, ça veut dire qu'il y a effectivement l'offre, le transactionnel, mais il y a beaucoup le relationnel. Si je caricature un peu ou si je pousse ce point-là, ça veut dire que potentiellement, quand je vais acheter, si je suis dans un magasin où il y a des super produits, mais pas forcément des bons vendeurs, en tout cas des gens qui me conseillent pas forcément bien et qui n'ont pas forcément le bon discours, bah peut-être que je vais changer de magasin et pourtant j'ai peut-être le meilleur produit. Donc je vais pouvoir la place du ressenti client et de la partie relationnelle par rapport à la partie service est de plus en plus forte. Et donc, c'est un peu ce que tu illustres là. Ça veut dire que la même façon qu'on va former à l'offre, on peut aussi former à cette approche relationnelle qui est la déclinaison finalement des valeurs d'entreprise qui redescendent jusqu'au magasin. L'exemple que Philippe parlait sur Apple, c'est typiquement ça. C'est typiquement, on voit bien qu'il y a une formation autour aussi du discours et du conseil autour des produits. Et si je continue, en fait, vis-à-vis de l'expérience client, moi, je voulais partager un peu deux cas pratiques de besoins. Alors, le premier, c'est un besoin, en tout cas, c'est une réponse à ce développement de l'expérience client par tout le monde et par les magasins que je vois très peu. Et pourtant, moi, j'adorerais faire ça avec des clients, mais je le vois très peu aujourd'hui. C'est le fait justement, sur la co-construction de l'expérience client. Aujourd'hui, comment ça marche? Pareil, je caricature un petit peu, mais pour qu'on comprenne. Mais aujourd'hui, quand on parle d'expérience client, moi, je le fais avec des directions marketing. Avec les directions marketing, on va essayer de connaître les clients. Donc, on va travailler ce qu'on appelle souvent des personas, des représentations des clients. On va parler des parcours clients pour comprendre là où il y a des irritants, c'est-à-dire des problèmes dans leur parcours, qui est peut-être parfois en magasin. On va essayer de voir est-ce qu'on peut amener des services additionnels, qu'est-ce qu'ils ressentent justement. Donc, bref, c'est un travail très intéressant parce que ce travail-là de la connaissance client, il sert à développer des meilleures offres, à satisfaire mieux les clients. La question que je pose, c'est ça. Pourquoi ce n'est pas co-construit tous ensemble avec tous les acteurs dans cette logique d'intelligence collective qu'on abordait tout à l'heure? Parce que là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de se dire si tout le monde a ensemble, si on a plus d'idées, plus de questions, plus d'évaluations, ça serait hyper intéressant parce que c'est souvent un point de départ fort pour aller vers une stratégie d'entreprise, stratégie digitale, etc., cette connaissance client. Mais imaginez que ce parcours ou cette représentation des clients, elle soit co-construite avec les gens en magasin qui ont finalement les verbatims des clients, avec de la même façon le service client, la logistique. Bref, si on définissait tout ce parcours client tous ensemble, on aurait déjà un niveau de détail et de finesse qui serait plus important. On aurait une mesure plus fine des problèmes, parce qu'on saurait dire est-ce que c'est vraiment un problème qu'on rencontre ou pas, est-ce que c'est quelque chose de vécu, de perçu, etc. On aurait aussi quelque part une évaluation de solutions un peu, on dit quick win aujourd'hui, là, de se dire est-ce que ça, on pourrait mettre ça en place? On pourrait directement le juger en votant presque pour la solution. Et puis encore une fois, comme je le disais, si on avait ce partage-là, eh bien, on aurait une conscience du client par tous les acteurs. Et donc, on aurait une application des solutions beaucoup plus forte et on permettrait de faire ce qu'on a un peu, ce qu'a évoqué Valérie, c'est-à-dire les collaborateurs un peu ambassadeurs.
parce qu'ils ont co-construit la solution. Et Mais ça, tu vois, vas-y. non, mais ça, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Nicolas, quand tout à l'heure je parlais de preuves tangibles, de confiance et de reconnaissance. Ça, c'est une preuve tangible. C'est-à-dire qu'effectivement, la data, elle nous dit beaucoup sur le client, mais la data, elle ne nous dit pas tout. Elle ne nous dit pas la relation, justement. C'est ça l'avantage aussi d'être encore en commerce physique. Et c'est ça aujourd'hui ce que le client vient rechercher, et ce dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est qu'on est dans une relation d'humain à humain. On va être dans un moment de partage, dans un moment d'échange. Et ça, la data, elle ne nous le dit pas. La data, elle va nous dire la fréquence, elle va nous dire le panier moyen, elle va nous dire l'âge du client, elle va nous donner ses habitudes d'achat, mais elle ne nous dit pas comment il réagit quand il est dans l'environnement magasin. Il ne nous dit pas comment il réagit quand il découvre un produit, quand il le touche, quand il l'essaye. Et ça, effectivement, donner la possibilité, alors je ne sais pas à quel niveau il faut le mettre, ça c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, mais donner la possibilité aux équipes de terrain de pouvoir participer à des tables rondes, de pouvoir, comme tu disais très justement, co-construire la relation avec le client et co-construire l'identité de marque, là, vous avez une preuve tangible. Là, vous avez une preuve concrète de la valeur qu'on leur reconnaît et de la valeur de leur travail. Et ça, c'est super important pour moi parce que j'ai très longtemps entendu, alors ça, je vous le livre parce que quand même, c'est vraiment quelque chose qui est revenu, c'est que j'ai très longtemps entendu dans le monde du prêt-à-porter que quand une saison est bonne, c'est parce que le produit est bon. Mais quand une saison est mauvaise, c'est parce que les équipes de vente ne sont pas au rendez-vous. Donc, vous voyez, là, quelque part, en fait, on a la possibilité, grâce à des outils, ou voire même après, grâce à plus une culture d'entreprise et une volonté d'entreprise, de faire en sorte que tout le monde soit intégré à niveau égal, mais après avec des compétences qui sont différentes, mais tout le monde peut parler du client. Effectivement, tu vois, ce côté culture client dont on parle beaucoup, bah là, ces éléments-là, ces outils-là qu'on utilise, c'est effectivement des preuves tangibles pour que tout le monde se dise, bah oui, moi, dans mon entreprise, je sais qu'on a 10 clients, 10 modèles clients. Il y a celui-là qui veut ça aujourd'hui, qui a ces problèmes-là, et je sais comment je vais répondre. Ça, c'est des travaux qui sont faits, souvent un peu de surface parfois, mais pour lequel ben, on a l'outil, mais on n'a pas forcément la puissance collective derrière. Ça, c'était mon premier. Je te coupe parce qu'il y a une intervention, enfin une question qui vous est posée et je voulais la garder pour la fin, mais vu le sujet, je pense qu'on est pile dedans. C'est François qui nous dit est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt missionner et former les vendeurs à assurer une prestation de service, une expérience finalement, plutôt qu'à vendre pur, c'est-à-dire élargir ce concept de la vente. La vente, c'est pas simplement je donne un produit et je mets ma carte bleue, c'est une expérience plus riche. Est-ce que ça rebondit sur ce que vous venez d'évoquer? Ah, tout à fait, mais c'est exactement ça. Alors, est-ce qu'il faut missionner? Est-ce qu'il faut former à ça? C'est là toute la question. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt justement, pour faire le lien avec ce qu'on disait au préalable, faire en sorte que, parce qu'il y a cette volonté d'entreprise, que de donner la possibilité au vendeur d'être un véritable ambassadeur, que de lui donner, encore une fois, au quotidien, des signes tangibles, concrets, de reconnaissance, de confiance, que de faire en sorte que spontanément, si vous voulez, le vendeur, lui, tout son intérêt, c'est pas son intérêt, c'est que lui, il a envie d'être bien au quotidien avec ses clients. Il a envie d'être fier de ce qu'il vend. Il a envie d'être fier de sa marque. Enfin, moi, j'ai quasiment rencontré que des vendeurs qui, s'ils s'inscrivaient dans la durée, étaient dans cette fierté de représenter la marque au quotidien. Donc, est-ce qu'on forme, et là, c'est qui de la poule ou de l'œuf, pardon, est-ce qu'on forme quelqu'un à ça, ou est-ce qu'en lui donnant les moyens d'incarner lui-même au quotidien cette fierté d'appartenance, d'être ambassadeur et d'avoir envie de faire vivre cette expérience client, ce n'est pas quelque chose qui va se faire spontanément, si vous voulez. Donc, je fais une réponse, je suis normande, je fais une réponse de normand. Peut-être bien pris, peut-être bien. Voilà. Nicolas, tu complètes? Non, effectivement, là, je n'ai pas de complément à faire. Tu poursuis, pardon. Ouais, je poursuis, pardon. Et donc, effectivement, le deuxième point, ça, c'était pour montrer la valeur aussi de ce sujet de collaboration à l'échelle du réseau. On se pose souvent la question du ROI. Ah oui, mais si tout le monde participe, ça prend du temps, etc. Qu'est-ce que je gagne? Et c'est jamais une question facile de mesurer ce retour sur investissement, de mieux partager l'information et les connaissances.
Et je vais vous donner un cas là, chez un distributeur de boissons à l'international, mais pour vous imaginer comment on fait avant. Avant, quand on veut lancer une action commerciale, ça se passe comment dans un pays? Ils réfléchissent à une action commerciale, ils la mettent en place, super, elle marche moins bien, etc. Et après, ce qui se fait, c'est que pour la diffuser à d'autres, parce qu'effectivement, si je l'ai fait dans un pays, ce serait intéressant qu'à l'international, on puisse en profiter. Ça se passe comment? Ça se passe par le réseau, entre guillemets, c'est-à-dire que le directeur du pays, tous les 3 mois, il a sa réunion avec les autres pays, il dit, tiens, s'il y pense, à ce moment-là, on a fait telle action chez nous en France, ça a super bien marché, donc on a eu tel résultat, on peut aller plus loin, etc. Et éventuellement, il y a d'autres pays qui se lancent, etc. Donc ça, c'est un schéma. Si on imagine que maintenant, la collaboration et le partage, il est global, il est transverse, etc., ça se passe comment? Ça se passe que finalement, dès qu'il y a un opérationnel, et pas le directeur, là, qui lance son action commerciale, potentiellement, si on le veut, d'autres pays peuvent voir que, tiens, il y a quelqu'un qui lance une action, et je vais peut-être suivre parce que j'ai une appétence similaire. Donc, je peux le voir. C'est-à-dire, je vais déjà gagner ces jours-là. Et en plus, finalement, j'ai un contact un peu plus direct parce que je vois l'opérationnel. Donc, c'est finalement la personne qui en a besoin qui pourrait le voir, si bien sûr elle est dans les mêmes espaces. Et en même temps, elle a aussi les supports qui lui ont permis peut-être de créer cette action, cette campagne, l'analyse de ses résultats. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va reproduire exactement parce qu'il y a des choses adaptées à chaque contexte. Mais néanmoins, vous voyez, le ROI, là, il est vraiment dans ce gain de temps, ce délai, parce que on n'a peut-être pas du temps réel, mais vous voyez, on va s'approcher de délais courts et en tout cas d'un niveau de performance qui sera beaucoup plus fort parce qu'on va être aussi entre les bons interlocuteurs. Et ça, je vous l'explique dans ce contexte-là, mais c'est ça, le ROI, c'est cette question de gain de temps et de délai. Voilà, c'est un exemple assez simple, mais qui peut être pertinent. Après, il faut l'encadrer, il faut architecturer comment on va faire circuler cette information-là, parce qu'on rentre dans un monde où il y a beaucoup plus d'informations, c'est-à-dire qu'il faut la canaliser. Alors justement, là tu touches le sujet, le sujet de la performance qui est le sujet suivant sur lequel on va interagir, mais c'est clairement la grande question de tous, c'est-à-dire que tout ce que vous faites, c'est intéressant, le collectif, c'est très bien, c'était le constat de Valérie sur les réseaux sociaux d'interne au sein d'un magasin, c'est bien, sauf qu'il faut vendre, sauf qu'il faut être performant, sauf que le ROI que tu as évoqué, cette terminologie-là. Bon, et c'est vrai que dans des projets, et là pour le coup je reprends ma casquette Jalios, dans des projets de ce type-là, c'est toujours une grande question, comment valoriser cela. Et pour autant, si on est allé chercher cette question-là, c'est parce que quand on fait un projet avec Système U, on parle directement aux associés, des directeurs des magasins qui sont les associés du groupement. Et eux, quand ils investissent quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros dans des projets de cette nature, c'est bien parce qu'il y a de la performance, c'est bien parce qu'ils vont gagner quelque chose. Et donc, il y a quelque chose d'assez opérationnel. On n'est pas simplement dans de la surface, on rentre dans des process qui ont du sens au niveau de la performance du magasin et la performance même de l'organisation, plus que du magasin uniquement d'ailleurs. On revient sur le collectif tout à l'heure. Valérie, tu vois ça toi aussi, vu du magasin, comment cette performance peut être accompagnée ou comment elle peut être mise en valeur dans le cadre des expériences que tu as pu rencontrer? Oh oui, oh oui, Philippe. Simplifions le quotidien des magasins. Simplifions-le et faisons en sorte, en fait, moi, j'ai quelqu'un qui dit quelque chose qui me guide encore aujourd'hui au quotidien, c'est celui qui est au plus près des conséquences qui décide. Pour ma part, je pense que les équipes magasins sont des équipes compétentes. Que ces mêmes équipes-là, si elles font, je ne sais pas, un certain nombre de tâches dans la journée, dans un certain ordre, d'une certaine façon, c'est parce qu'elles ont dû tester plusieurs façons de faire et que, comme l'être humain est aussi un peu paresseux, et si elles le font comme ça leur demande moins d'efforts et ça leur donne plus de résultats, elles sont donc plus efficientes. Donc, aujourd'hui, ne peut-on pas, avec le digital, arrêter d'être juste en
touche, c'est-à-dire de faire de la descente d'informations, effectivement, des personnes qui décident vers celles qui mettent en œuvre? Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte, en fait, de, encore une fois, faire remonter, faire du bottom-up sur les bonnes pratiques, sur la façon de faire qui nous permet de simplifier notre quotidien, qui nous permet de le rendre le plus efficient possible et qui nous permet donc derrière d'avoir plus de performance. Parce que si je mets moins de temps à faire des tâches qui sont dites, j'emploie un mot qui est assez sale, improductives, donc qui ne rapportent pas d'argent, qui ne rapportent pas de chiffre d'affaires, ça signifie que j'ai plus de temps pour être avec mon client. Donc, pour lui faire vivre son expérience client. Donc, pour être ambassadeur de la marque et aussi donc pour vendre mon produit. Donc, tout ça, c'est en lien. Donc, pour moi, la performance, en fait, elle vient de la simplification du quotidien des équipes. Et ça, encore une fois, et je rejoins Nicolas dans ce qu'il disait tout à l'heure, pourquoi parfois prendre des chemins tortueux pour faire remonter une information quand on peut aller en ligne directe du point A vers le point B? Je prends un exemple, et ça se fait, il y a de très belles enseignes qui le font, qu'entre magasins, on puisse communiquer facilement sans avoir peur que les gens débordent et sortent du cadre et passent leur temps à chatter, mais pour se donner une information, pour se donner une réponse rapidement et de la façon la plus efficace possible pour éviter en fait qu'on ait un point bloquant à un instant T. Encore une fois, dans cette logique de simplification. Ça accompagne la performance. De la même façon, on donne la possibilité à un client d'entrer en contact directement avec quelqu'un qu'il connaît. Encore une fois, le client ne connaît pas les gens qui écrivent l'identité de marque, les gens qui font les produits, etc. Le client, il connaît son vendeur, sa vendeuse. Donner la possibilité au client de rentrer en contact directement avec Nicolas, qu'il a vu la semaine dernière sur le magasin, qu'il a conseillé, avec qui il a passé un bon moment. On gagne aussi en efficacité et normalement derrière aussi en performance, puisqu'on renforce le lien entre le client et celui qui est vecteur de communication de la marque. Et derrière, le client est satisfait, il a une expérience qui est pleine, et derrière, va continuer à acheter. Voilà, donc déjà, résumé comme ça, pour moi, c'est vraiment, on est toujours dans cette logique d'alignement et de cohérence. Après, il y a un élément pour moi qui est important, c'est n'oublions pas que le client des services centraux, c'est le magasin. Et ça rejoint ce que je disais en préambule. Donc ça, il faut toujours faire en sorte d'avoir ça en tête. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense que dans beaucoup de réseaux de magasins, et encore une fois, je caricature volontairement, je viens avec mes gros sabots, dans beaucoup de réseaux de magasins, on a plutôt une logique qui est une logique inversée. Donc réfléchissons aussi à la performance magasin en disant que celui qu'on sert, c'est le magasin, parce que c'est le magasin qui sert le client final. Et puis, dernier point, mais non des moindres, encore une fois, réconcilions, dans une logique de performance aussi, réconcilions le commerce physique avec aujourd'hui le e-commerce ou le commerce digital en faisant en sorte justement de les rendre performants tous les deux, en remettant de la fluidité, en remettant de la communication et aussi par le sens qu'on va donner au quotidien aux équipes de vente. Voilà, sur cet aspect-là. D'accord. Nicolas, de ton côté, la performance, tu la vois par rapport à l'outillage, évidemment, j'imagine, mais comment cet outillage peut accompagner la performance que dans les projets que tu as pu accompagner? Est-ce que tu as vu déjà des exemples, même concrets? Oui, alors effectivement, moi ce que j'entends, c'est qu'ils ont beaucoup d'outils, et donc ce qui manque, c'est la réponse à ce que disait Valérie, c'est que ce qui manque, c'est de créer du lien entre tout ça, c'est de donner du sens, savoir dans quel ordre je dois le faire, comment je vais pouvoir associer des informations. Donc c'est finalement un sujet, on dit plateforme, plateforme dans son vocabulaire, c'est-à-dire qui crée du lien, finalement, qui connecte. Pour donner ce sens-là et de manière un peu simple. C'est plutôt que de voir tout à plat, je vais commencer à structurer un modèle. Ça, c'est l'architecture sommaire, on va dire. Après, ce qui a été exprimé aussi, c'est dans la façon de partager l'info avec le magasin, moi, j'ai aussi souvent entendu ce constat-là de dire que finalement, magasin, c'était un peu la boîte email où tous les services support amenait des informations, demandait, partageait des informations ou demandait des actions, des fichiers Excel à remplir ou autres. Et ça, finalement, il y avait un flux d'informations qui était subi.
qui étaient en mode push, comme Valérie disait, et qui venaient de différentes entités, qui venaient à des temps pas forcément souhaités, parce que j'ai d'autres rituels dans mon magasin, qui venaient dans des formats qui n'étaient pas toujours les mêmes, etc. Bref, on n'avait pas forcément les conditions de la performance, parce qu'on était dans un mode un peu subi derrière, et puis on n'a pas non plus les conditions d'une bonne entente, parce que quand j'envoie un mail, moi j'ai envie d'avoir une réponse. Et donc, c'est compliqué de ne pas savoir, il n'y a pas ce cadre-là. Donc, ce qu'on a abordé en disant, si on inversait la logique, ça serait intéressant. Si on inversait la logique en se disant, plutôt que de subir, moi je travaille comme ça, donc j'ai besoin de telle information à tel moment, de telle façon, et donc je m'attends à recevoir telle donnée, c'est une façon de structurer l'information qui serait intéressante, qu'on a pu commencer à réfléchir là-dessus, et qui permettent justement d'avoir cette bonne logique de productivité. On dit souvent séparer l'importance de l'urgence, etc., pour savoir ce que je dois faire, mais est-ce qu'on arrive à se mettre dans des conditions-là vis-à-vis de l'information qu'on reçoit? Est-ce qu'on arrive aussi à développer un vocabulaire commun? Parce que le vocabulaire technique de chaque entité, de chaque service, n'est pas forcément le plus performant, à la fois pour la compréhension de tous, et également pour développer une transversalité. Donc, il y a cette réflexion souvent autour du vocabulaire. Et puis après, il y a aussi de la personnalisation de la même façon. Alors, en fonction des types de magasins, grands, petits, centre-ville, etc., je peux avoir aussi des sujets ou des attentes qui sont différentes. Et ça, parfois, moi, j'ai entendu que moi, je pousse l'information et puis après, chaque magasin va prendre en fonction si ça le concerne ou pas. Mais ça fait de l'infobésité, etc. Ça, c'est un premier message, c'est qu'on travaille sur la partie architecture pour se mettre dans des conditions de productivité dans cette gestion-là. Le deuxième point qui me semblait intéressant, c'est aussi on n'a pas un magasin, on a un réseau de magasins. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de points qu'on peut rationaliser. C'est-à-dire que de l'autre sens, un magasin, il va peut-être poser toujours les mêmes questions à d'autres services. Et donc, est-ce qu'on arrive à capitaliser ça? Est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'on évite de demander une fois la même chose parce qu'on l'a centralisé, on l'a rationalisé, on a travaillé aussi des formats de réponse qui sont adaptés à la productivité de chacun. Ça, c'est un point. Et donc, on parle souvent de sujets de base de connaissances dans ce secteur d'activité. Pareil, l'accès aux experts. Est-ce que, au-delà d'avoir la réponse, j'ai la capacité d'être en contact avec la bonne personne? Parce que si je passe par les différentes entités, ça peut mettre du temps. Alors j'ai peut-être besoin d'une réponse immédiate. Donc ça, l'accès aux experts est un point important. Et puis le dernier élément là-dedans, c'est qu'on peut se dire qu'aussi, cette connaissance, elle peut être socialisée. C'est-à-dire que la réponse, elle est peut-être dans le magasin d'à côté. Est-ce que je permets d'apporter cette réponse? C'est peut-être pas la réponse tamponnée, la meilleure, etc. Par contre, c'est la plus rapide. Et c'est peut-être la plus adaptée quand même à un contexte particulier. Ça veut dire que ça peut être supervisé, ça peut être complété, mais c'est un type d'information qui peut être important. Et le dernier point, c'est que tout à l'heure, on parlait de communication dans ces sujets-là. Et la communication dans ce secteur, elle est quand même plus opérationnelle. Là, je ne vais pas parler d'actualité, parce que ce n'est pas de les actualités de la communication interne, c'est une communication opérationnelle. C'est un petit peu quand vous recevez un mail, on vous dit pour info ou pour action. Il y a beaucoup de plus de pour action. C'est-à-dire que quand j'envoie un mail, j'ai besoin de piloter la réponse et d'ailleurs, au travers de tous les magasins, de savoir si ça a été traité. Parce que ce mail-là, c'est peut-être une alerte sanitaire ou d'autres choses. Donc, j'ai besoin d'avoir une supervision de l'information. Et donc, ça amène aussi la réflexion à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas développer un pilotage de l'information? On a beaucoup de pilotage des transactions, du chiffre d'affaires, mais est-ce qu'on ne devrait pas associer un pilotage de ce partage de l'information? C'est-à-dire que le meilleur magasin, je pousse un peu l'idée, le meilleur magasin, ce n'est peut-être pas celui qui vend le plus, mais est-ce que ce n'est pas aussi celui qui s'approprie aussi le mieux les informations et qui les réalise? Parce que, comme on disait tout à l'heure, s'il doit avoir une bonne expérience, est-ce que je ne devrais pas piloter le fait que mes procédures, mes formations, même à l'offre, au discours, elles soient réalisées? Le fait que c'est un magasin qui apporte des idées, donc ils sont déjà dans une appropriation, dans une réflexion. Est-ce que je ne devrais pas avoir tout ça aussi comme type d'indicateur pour mesurer la performance globale? Et ça me semble intéressant parce qu'il y a beaucoup de coûts cachés. On ne mesure pas justement le fait que tel magasin, il ne s'est peut-être pas approprié des valeurs. Et ça a quel coût derrière par rapport à la relation? Donc voilà, donc c'est cette logique de se dire qu'on peut être dans la productivité avec de l'information parce qu'on va pouvoir développer des nouveaux indicateurs qui sont sur un champ un petit peu différent.
Merci. Et effectivement, tu parlais des bases de connaissances et de la façon d'organiser l'information. Et on peut dire que c'est pratiquement des premiers projets qui nous ont amenés à croiser ce domaine d'activité qu'est le retail, hein, puisque on avait d'ailleurs, c'était ensemble qu'on a fait travailler pour Maison du Monde sur cette base de connaissances dédiée au service client et qui a été d'ailleurs reprise en main, enfin fait également par la Redoute, par exemple. Donc on voit bien que cette notion de passage d'informations hors mail devient un canal primordial pour la performance de ces marques. On a conclu, on va conclure, mais avant de conclure, on a quelques remarques et c'est François qui nous les soumet. Une première, donc je vais vous les lire. Une première, c'est plus une remarque qu'une question. C'est la première question qu'il pose au vendeur quand il intègre un groupe, une direction d'un groupe. C'est quel est le métier? Quel est votre métier? Et effectivement, et ça rejoint vos constats et vos observations, et ben jusque-là, il n'a jamais eu vraiment de réponse, de bonne réponse en tout cas à cette question. Et la question qui va, c'est quel est votre métier dans le sens, quelle est votre raison d'être? C'est ça. C'est ce que vous véhiculiez tout à l'heure, Valérie. Je pense que ça vous tient à cœur cette question. Ouais. J'allais rebondir justement parce que j'ai vu les remarques de François et effectivement, quelle est la raison d'être? La raison d'être, on est dans quelque chose qui nous dépasse. C'est un peu la mission de vie, hein. Ça va très très loin là ce que nous dit François. Et en fait, moi j'aime bien quand je parle aux équipes de vente leur dire c'est pas parce que vous avez les deux pieds ancrés dans le quotidien, ancrés dans l'opérationnel, comme le disait très justement Nicolas, ancrés vraiment fort dans le sol, que ça vous empêche pas de vous élever et au niveau de la tête, donc bien plus haut en fait, de faire, on fait de donner à votre métier la dimension que vous avez envie de lui donner. Okay, donc ça, c'est très bien, c'est très joliment dit. En règle générale, les équipes font « waouh », effectivement, etc. Maintenant, encore une fois, il y a toute la culture d'entreprise qui donne cette possibilité-là, d'avoir la possibilité, même en gardant les deux pieds ancrés dans l'opérationnel, d'être en capacité de s'élever et d'aller au-delà juste de ce qu'on fait, juste de ce qu'on fait et de ce à quoi on est cantonné. Et volontairement, j'emploie ce terme-là. Donc, donnons la possibilité aux équipes d'avoir les deux pieds ancrés dans l'opérationnel, dans ce qu'elles savent bien faire au quotidien, et en même temps de porter les raisons pour lesquelles elles font ce métier-là. Et c'est ce que j'entends dans ce que François nous partage ici. Très bien. Je vois le temps qui est passé et on a un peu débordé, donc on va aller, si vous voulez bien, directement aux conclusions et je vais vous proposer un petit support, si j'arrive on pourrait dire que si je reprends un peu ce qu'on a évoqué ce matin, c'est on avait une promesse en début de webinaire qui était 3 actions et on peut en dire que la première, c'est de créer un… Il faudrait que tu le mettes à l'écran parce que c'est ma tête qu'on voit toujours, je crois. Pardon. Hop. Merci Valérie. Voilà, c'est plus clair, je pense. Donc, 3 actions. La première, c'est de créer un canal pour maintenir le lien. On a vu que ce canal, il peut prendre différentes formes dans les exemples que vous avez cités ou dans les éléments que vous avez remonter justement l'information terrain, c'est-à-dire pas simplement de l'information descendante, hein, mais prendre de l'information qui remonte au plus près du client, finalement, qui est celle que partage le vendeur, et puis peut-être même lui mettre un côté transversal, de magasin à magasin, de vendeur à vendeur, d'équipe à équipe, enfin de métier à métier finalement. Et puis enfin, le troisième point, la troisième action, c'est mettre des supports digitaux. Alors évidemment, je suis éditeur, donc ça m'arrange bien ce point-là, mais ce n'est pas uniquement pour ça qu'on le fait, et vous voyez bien qu'aujourd'hui, on n'a pas cherché à parler produits, c'est mettre des supports digitaux pour simplifier, Valérie l'a mentionné tout à l'heure, simplifions, pour simplifier, et en même temps pour donner de la cohérence, parce qu'il faut que les choses soient à la fois simples, mais pertinentes par rapport à l'action qui est menée par chacun. C'est les 3 points, et pour cela, maintenant, je vais passer la main à Valérie pour un mot de la fin, et puis à Nicolas ensuite, et je conclurai
en vous remerciant. Valérie, le mot de la fin. Ouais, trois mots de la fin? Ouais, 3 idées de la fin. Oui, allez, vas-y. Les outils digitaux aujourd'hui, ils peuvent beaucoup, ils peuvent, j'ai envie de dire, quasiment tout. Maintenant, est-ce qu'ils doivent? Voilà, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de poser. Et avant tout, se questionner sur les usages et sur les utilisateurs et les bénéficiaires. Alors pour avoir participé à la mise en place de gros projets, plus on intègre tôt les bénéficiaires, voire les utilisateurs, plus derrière, on va avoir de l'adhérence, plus derrière, on va avoir du résultat, plus on sera performant et plus l'outil est adapté. Donc vraiment se poser d'abord cette question-là en priorité. Deuxième point, et je l'ai dit et je le souligne, quand il est intégré, cet outil digital, quand il est pensé, il augmente la performance globale de la marque et de l'entreprise. Il fidélise les collaborateurs et par voie de ricochet les clients. Et puis le dernier élément, j'ai envie de parler d'Isaac Getz et de la symétrie des attentions. Voilà, je trouve ça très important aujourd'hui. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans le webinaire. Ça veut dire quoi la symétrie des attentions? Ça veut dire que ce serait bien qu'on traite les équipes de vente aussi bien qu'on traite son marketing, qu'on traite son produit, voilà, qu'on traite la data, parce qu'il y a fort à parier que si on donne de l'attention aux équipes de vente et si on la soutient au quotidien, eh bien derrière les équipes de vente, c'est en cela qu'on parle de symétrie, donneront peut-être, alors elles le font déjà, mais peut-être encore plus d'attention aux clients. Voilà. Faisons en sorte de ne pas mettre de paradoxe dans leur quotidien qui est déjà suffisamment compliqué, surtout en ce moment. Voilà pour le mot de la fin en ce qui me concerne. Merci. Nicolas? Alors, non, mais assez rapidement, moi, simplement de se poser la question justement de la place de l'intelligence collective dans la performance ou dans la transformation, parce que moi, je suis convaincu qu'il y a un potentiel assez fort et encore plus dans ce secteur d'activité parce qu'on a finalement ce réseau, ces magasins qui sont proches du client. Donc, on a aussi quelque chose, une capacité d'avoir une mesure du client beaucoup plus forte que dans d'autres secteurs. Et donc, cette capacité-là de bien comprendre le client pour être performant, elle est encore plus forte. Et donc, l'intelligence collective, elle me semble être une opportunité assez importante dans ce secteur, peut-être plus que dans d'autres. Et je pense qu'il y a, et on l'a évoqué, on a différents exemples. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'opportunités là-dessus. Donc, je vous encourage à vous poser cette question-là. Merci à tous les deux. Merci pour vos interventions. Vous avez, d'ailleurs, j'ai mis à l'écran du coup vos coordonnées mail. Si chacun veut vous joindre, il pourra le faire directement. Et puis pour conclure, alors on aurait pu, on a de la matière encore, on pourrait en faire. On pourrait faire une heure de plus. On n'a pas parlé de la logistique, on n'a pas parlé du décloisonnement, on n'a pas parlé des promotions, enfin du learning. On l'a un peu évoqué. François l'a un peu évoqué dans sa question, et bon, il y a plein d'outils encore, il y a plein de logiques qu'on pourrait mettre en valeur. Écoutez, ce sera peut-être une occasion pour un prochain sujet, un prochain webinaire. Concrètement, on en fera un autre, Jalios en proposera un autre en début d'année 2021. C'est une pré-annonce, et là, ce sera plus orienté sur un cas client, puisqu'on fera cela avec le groupe Yves Rocher, qui a mis avec notre technologie son portail magasin en production, et donc on sera sur un retour d'expérience. Voilà, merci à tous les deux, Valérie, Nicolas, je vous souhaite une excellente journée et j'espère à bientôt pour un prochain webinaire. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée.